Salut, je m'appelle ROR. Et quand je me suis réveillé d'un coma, à peine capable de parler, à peine capable de penser, la chambre était vide. Pas de famille, pas de fleurs, juste une seule note scotchée au mur qui disait « Paye tout toi-même ». Ma femme était partie. Mes frères et sœurs silencieux. Mais ensuite, une femme étrange est entrée, m'a regardé dans les yeux et a dit « Ta femme a fait une très grosse erreur ». À ce moment-là, cette seule phrase a déchiré une vérité que j'avais passé toute ma vie à ignorer. Vous pensez que la trahison est bruyante? Non, elle est silencieuse. Elle attend. Et la mienne? La mienne a failli me tuer. 2 fois. Que voulait-elle dire? Qu'ont-ils pris? Pourquoi maintenant? Je suis revenu à moi lentement, comme si mon esprit devait remonter d'un long couloir sombre. La pièce autour de moi était sombre, baignée de cette pâle lumière d'hôpital qui ne ressemble jamais tout à fait au matin ou à la nuit. Mes yeux ont essayé de s'adapter, mais c'est le silence qui m'a frappé en premier, pas le genre paisible. C'était le genre de silence qui vous dit que quelqu'un devrait être là mais ne l'est pas. Le ruban adhésif sur mon bras a tiré sur ma peau quand j'ai bougé. J'ai avalé, goûtant la sécheresse, et j'ai regardé vers la chaise à côté du lit, vide. Le petit canapé sous la fenêtre, vide. Même le rideau près de la porte était immobile. Je pensais que Merily serait là. Ou peut-être, au moins, l'un de mes frères et sœurs. Il disait toujours qu'il se souciait, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais celui qui restait pour nettoyer après tout le monde. Même ainsi, se réveiller seul après 3 jours d'inconscience ressemblait à un coup que je n'avais pas vu venir. J'ai cligné des yeux fortement, espérant que je m'étais simplement réveillé à une heure étrange. Tôt le matin, peut-être. Mais le couloir à l'extérieur portait le bourdonnement étouffé des infirmières, le lent traînement de quelqu'un poussant un chariot. Je n'étais pas dans une aile abandonnée. Je n'étais pas caché. J'étais juste laissé. Cette vieille douleur familière a remonté ma colonne vertébrale. Celle que j'avais essayé de fuir pendant des années. Être celui sur qui les gens comptent n'est pas la même chose qu'être celui pour qui ils se présentent. Je pensais que j'exagérais cela. Allongé là, avec rien d'autre que le bip régulier à côté de moi, j'ai réalisé que je ne l'avais peut-être jamais fait. Mon regard a dérivé vers la petite table près de ma main. Un bout de papier plié y était posé. Pas de fleurs, pas de cartes, pas un pull que quelqu'un pensait que j'aurais pu avoir froid. Juste une impression d'hôpital bon marché pliée en 2. Je l'ai attrapé plus lentement que je ne le voulais. L'écriture tranchait le blanc du papier, nette, précipitée, presque gravée dans la page. Paye tout toi-même. Pendant une seconde, mes poumons ont oublié comment fonctionner. Ce n'était pas encore de la colère. C'était quelque chose de creux, comme si mon intérieur s'était retiré de mon corps et regardait depuis le coin. Puis ma poitrine s'est resserrée et ma mâchoire s'est crispée. Merily l'avait écrit. Je connaissais son écriture mieux que la mienne. J'ai de nouveau regardé le court message, le lisant comme s'il devait y avoir plus. Une explication, un indice, quelque chose qui adoucissait le coup. Mais c'était tout. Pas de nom, pas d'excuse, même pas un soupçon d'hésitation, juste un ordre, comme si j'étais un étranger qui lui devait de l'argent. J'ai laissé le papier tomber sur ma couverture. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas « nous avons besoin d'espace » ou « je suis dépassé ». C'était du mépris, délibéré, laid. Et cela m'a frappé assez fort pour que je me remette en question avant de la remettre en question. Je me suis demandé si j'avais trop travaillé ces derniers mois, si j'avais oublié un anniversaire, si j'avais échoué à montrer la bonne appréciation. Cette habitude de me blâmer est apparue comme si elle attendait le bon moment pour prendre le dessus. Étais-je vraiment si difficile à aimer? Je me suis penché en arrière, respirant à travers le nœud dans ma poitrine. Pendant des années, j'ai laissé tout le monde décider de l'espace que je méritais. Mon frère me traitant de dramatique quand j'avais besoin d'aide. Ma sœur roulant des yeux quand je proposais un conseil. Merily agissant comme si mon travail existait pour la déranger. Pourtant, je n'ai jamais pensé qu'aucun d'eux ne disparaîtrait quand j'aurais besoin de quelqu'un pour rester. La porte a cliqué. J'ai tourné la tête, m'attendant à une infirmière. Au lieu de cela, une femme est entrée. Fin de la cinquantaine, peut-être plus âgée, vêtue d'un manteau sombre qui portait l'odeur de l'air froid. Son expression n'était pas douce, mais elle n'était pas dure non plus. C'était le regard de quelqu'un qui comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle s'est arrêtée en voyant la chambre vide.
Ses yeux se sont posés sur la note. Puis elle a soupiré longuement et fatiguée, comme si elle avait prédit ce moment et détestait avoir raison. ROR, dit-elle doucement. Tu es réveillé. J'ai étudié son visage, essayant de la situer. Est-ce que je vous connais? Pas encore, a-t-elle répondu en se rapprochant. Je suis Céline. J'ai travaillé avec ton père pendant des décennies. À la mention de mon père, quelque chose en moi s'est redressé. Il était décédé il y a des années, mais sa présence vivait toujours dans les échos des gens qu'il avait connus. Céline a hoché la tête vers la note posée près de mon genou. Je vois. Elle n'a même pas essayé de la cacher. Ma gorge s'est resserrée. Que voulez-vous dire? Elle a rapproché la chaise. Quand elle s'est assise, la pièce a semblé plus petite, comme si ces mots allaient occuper un espace que je n'avais pas préparé. Ta femme a fait une très grosse erreur, dit-elle tranquillement. Mon pouce est accéléré. Je me suis redressé un peu plus sur l'oreiller. Quelle erreur? Pendant un instant, elle n'a pas répondu. Elle a regardé mon visage de la même manière que l'on vérifie une fenêtre avant de l'ouvrir pendant une tempête, s'assurant qu'elle ne se brisera pas, quand ton frère et ta sœur l'ont aidé à se cacher, a-t-elle finalement dit. Mon estomac a chuté si vite que j'ai eu l'impression de tomber. Cacher quoi? Pas encore, a-t-elle répondu. Tu es encore en convalescence et il y a quelque chose que ton père voulait que tu aies avant d'affronter qui que ce soit. Je l'ai regardé, la pièce tournant dans un cercle lent et lourd. La trahison n'était pas nouvelle pour moi, mais cela semblait différent. Cela semblait coordonné, personnel, comme si une porte avait été fermée derrière moi bien avant que je n'ai même tendu la main vers la poignée. Céline a cherché dans son manteau et a sorti une enveloppe scellée. Mon nom s'étalait sur le devant de l'écriture de mon père, stable, indubitable. Mes doigts ont tremblé quand elle l'a placé dans mes mains. Je n'avais pas vu son écriture depuis des années. Le simple fait de la voir a fissuré quelque chose en moi. Ouvre. Céline, murmurai-je. Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité, a-t-elle dit. Mais l'ouvrir maintenant changera tout ce que tu pensais savoir sur ta famille. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe, puis je l'ai de nouveau regardée. Le poids du moment s'est posé sur ma poitrine comme quelque chose de vivant. Je ne suis pas sûr d'être prêt à savoir, ai-je admis. Elle s'est penchée, sa voix baissant. Tu n'as peut-être pas le luxe d'attendre. Le temps presse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots de Céline flottaient dans l'air comme de la vapeur dans une pièce fermée. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe sur mes genoux, mon nom écrit en traits gras et délibérés que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. J'ai passé mon pouce le long du seau, sans l'ouvrir, juste pour sentir son poids. C'était étrange comme quelque chose de si léger pouvait sembler plus lourd que la poche de perfusion suspendue à côté de moi. Ça expliquera pourquoi la chambre était vide, dit tranquillement Céline, m'observant attentivement. J'ai hoché la tête, mais je n'ai toujours pas bougé. Ma poitrine s'est resserrée. Je n'étais pas sûr d'avoir plus peur de ce qu'il y avait à l'intérieur que de ce que je soupçonnais déjà. Pendant un instant, la pièce a disparu. Je n'étais plus à l'hôpital. J'avais de nouveau 17 ans, assis dans le garage avec papa, nous deux entourés de vieux registres et de plans. Mes frères et sœurs s'étaient enfuis après l'une de leurs disputes habituelles sur qui méritait quoi. Je me souviens de son soupir, posant une main ferme sur mon épaule. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai tout gardé par écrit, avait-il dit. À l'époque, je pensais qu'il parlait de factures ou de contrats de clients. Je pensais que c'était juste une de ses leçons sur la préparation en affaires. Mais maintenant, ce souvenir ne ressemblait pas à un conseil. Il ressemblait à un avertissement, et il commençait à résonner plus fort que je ne l'aurais souhaité. J'ai tendu la main vers le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti mon téléphone. L'écran a vacillé. Pas d'appel manqué, pas de SMS. J'ai ouvert mes messages et j'ai tapé 2 mots à Merily. Où es-tu? Le petit cercle a tourné et tourné. Puis rien. Non livré. Mes mains sont devenues froides. Non pas parce qu'elle n'a pas répondu, mais parce qu'elle ne pouvait pas ou ne voulait pas. J'ai dégluti difficilement. Je ne voulais pas l'admettre, mais ce silence commençait à ressembler à une confirmation. Pas une erreur, pas un retard, un choix. Céline s'est adossée à la chaise à côté de moi, les bras doucement croisés sur son manteau. Elle est partie au moment où l'hôpital lui a dit que votre assurance ne couvrirait pas la totalité des frais. Je me suis tourné vers elle. Excusez-moi.
Elle n'a pas demandé comment vous alliez, a poursuivi Solène, sa voix douce mais stable. Elle a demandé combien ça coûterait. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. La pièce s'est brouillée sur les bords. Elle n'a pas demandé si j'étais en vie. Solène a secoué la tête une fois, même pas une fois. J'ai regardé le sol, ma poitrine brûlante. Elle a ajouté, et j'aimerais pouvoir vous dire que c'est tout. Mais l'argent n'est peut-être que la surface. Une décision a été prise des semaines avant votre accident. Votre frère et votre sœur étaient impliqués. J'ai levé les yeux brusquement. Quelle décision? Solène a hésité. Cette lettre en explique plus que je ne pourrais le faire. Vous méritez de l'entendre de celui qui l'a vu venir. J'ai serré la mâchoire, agrippant l'enveloppe comme si elle pouvait se fendre sous la pression. Ma respiration a ralenti, mais quelque chose de plus sombre s'est installé sous mes côtes. Une sorte de trahison silencieuse. Le genre dont on ne crie pas. Le genre qui mijote. J'ai repensé à chaque fois que j'étais intervenu, aidant mon frère à sortir de cette mauvaise hypothèque, envoyant de l'argent à ma sœur après son divorce quand elle disait qu'elle ne pouvait pas payer la facture de chauffage. Et Merily, j'avais payé les médicaments de sa mère pendant 2 ans sans me plaindre. J'avais même pris des emplois de nuit quand les factures s'accumulaient. Je n'ai jamais rien demandé en retour, même pas de la gratitude. Maintenant, j'étais dans un lit d'hôpital, seul, et ils étaient nulle part. On n'oublie pas simplement quelqu'un qu'on aime, dis-je, surtout à moi-même. On le laisse exprès. Solène a hoché la tête mais n'a pas parlé. L'enveloppe a légèrement tremblé dans mes mains. J'ai glissé un doigt sous le rabat, commençant à briser le seau, puis je me suis figé. Des pas ont résonné dans le couloir, fermes, rapides, inconnus. J'ai regardé Solène et pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de l'urgence dans ses yeux. Et si ce n'était pas une question d'argent, ai-je murmuré. Et si c'était pire? Solène a ouvert la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte a grincé. Une infirmière est entrée, jeune, les yeux écarquillés, et s'est arrêtée net à la vue de Solène. Oh, a balbutié l'infirmière. Les visiteurs non inscrits sur la liste approuvée ne sont généralement pas autorisés aujourd'hui. Je l'ai regardé. Laissez-moi voir la liste des visiteurs. Elle a hésité. J'aimerais la voir maintenant, ai-je répété un peu plus fermement. Elle a jeté un coup d'œil à Solène, puis à moi. Après un moment, elle a sorti une tablette du support mural et a tapoté quelques fois. Son front s'est plissé. Le nom de votre femme n'est pas du tout sur la liste, a-t-elle dit. En fait, les noms de vos frères et sœurs ont été retirés de la liste approuvée hier. Quoi? Je me suis redressé, la perfusion tirant sur mon bras. Retiré par qui? Je ne suis pas sûr, a-t-elle dit. Mais seule une personne avec votre code d'accès d'urgence pourrait le changer. J'ai regardé Solène. Son visage n'a pas changé. Quelqu'un s'était assuré que j'étais seul. Pas oublié, pas négligé, isolé. Ce n'était pas juste de l'abandon, ai-je dit lentement. Ils l'ont rendu officiel. L'infirmière a jeté un regard nerveux entre nous. Devrais-je appeler quelqu'un? Non, a dit Solène, sa voix calme mais ferme. Il va bien, mais nous avons besoin d'intimité. L'infirmière a hoché la tête et est sortie, clairement incertaine. Quand la porte s'est refermée, Solène s'est penchée. Ils pourraient bientôt se rendre compte que j'ai été là. Et s'ils le font, ils essaieront de me bloquer ensuite. Vous n'avez pas beaucoup de temps. J'ai plissé les yeux. Pourquoi s'en soucierait-il? Parce que votre père ne leur faisait pas confiance. Pas vers la fin. J'ai senti mon pouce accélérer. Vous voulez dire qu'il savait? Je veux dire, a-t-elle répondu, que votre père soupçonnait quelque chose de gros, et a pris des dispositions pour vous. Cette lettre en fait partie, mais vous ne devriez pas la lire ici. Pourquoi pas? Parce que quelqu'un à l'intérieur de cet hôpital les aide. Les murs ont semblé s'incliner. Je ne pouvais pas dire ce qui était pire, la trahison ou la prise de conscience qu'elle n'était pas impulsive. Elle avait été planifiée. Solène s'est levée et a ajusté son manteau. Vous devez vous rétablir rapidement. Lisez la lettre dans un endroit sûr. Et quand vous serez prêt, nous reparlerons. Elle s'est tournée vers la porte, puis s'est arrêtée et a regardé en arrière. Vous avez toujours pensé qu'être le fiable vous rapporterait de la loyauté, mais dans des familles comme la vôtre,
cela vous rend simplement plus facile à utiliser. Puis elle est partie. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe sur mes genoux, toujours scellée. Je ne voulais pas l'ouvrir dans cette pièce. Plus maintenant. Mais à la seconde où elle est partie, quelque chose en moi s'est mis au point. J'ai de nouveau tendu la main vers le bord de l'enveloppe et j'ai appuyé mon pouce sous le seau. Le rabat s'est ouvert avec un murmure sec, comme une vieille peau se séparant de l'os. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles pliées, légèrement jaunies sur les bords, et une plus petite enveloppe attachée à la dernière page. La première page était une lettre tapée, ce qui ne ressemblait pas à papa, mais la signature en bas était indubitablement la sienne. Des traits fermes et confiants que je n'avais pas vus depuis que le cancer avait pris ses mains. Les mots en haut m'ont glacé. Si vous lisez ceci, quelqu'un de proche de vous a déjà agi contre vos intérêts. Mes doigts se sont resserrés sur la page. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu bouger. Les lignes sur le papier étaient immobiles, mais je sentais mon cœur battre en dessous, pressant comme quelque chose de piégé, essayant de s'échapper. Il continuait, son ton clinique, comme celui d'un avocat, pas d'un père. Il y a des actifs à votre nom que j'ai arrangés après le décès de votre mère. Je ne l'ai pas dit à vos frères et sœurs. Je ne leur faisais pas confiance pour l'honorer. Je savais qu'ils trouveraient un moyen de prendre ce qui ne leur appartenait pas. Vous étiez toujours celui qui restait en dehors des disputes. Cela faisait de vous l'endroit le plus sûr pour mettre ce qui comptait. Un acte de propriété. Un compte dormant sous un nom d'entreprise que je n'avais jamais entendu auparavant. Un petit fonds en fiducie créé à mon nom avec sa dernière année de revenus. Rien d'énorme, mais significatif. Il m'avait laissé quelque chose de réel et de secret. Je me suis penché en arrière, abasourdi. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas si c'était les médicaments ou la gravité de la situation. La partie qui m'a le plus touché n'était pas qu'il ne me l'ait pas dit. C'était qu'il ne le pouvait pas. Il savait. Il savait que mes frères et sœurs viendraient le chercher dès qu'ils en auraient l'occasion. Et à en juger par la situation, il l'avait fait. La dernière page m'a glacé. Si vous lisez ceci et que je suis parti, n'attendez pas. La fiducie peut être consultée. Et s'ils l'ont découvert, ils auront déjà essayé d'y accéder. Vérifiez immédiatement. Ne faites confiance à personne qui dit agir en votre nom sans preuve. J'ai cligné des yeux fortement et je me suis essuyé les yeux avec le dos de mon poignet. La trahison n'était plus seulement un sentiment. Elle était exposée en noir et blanc. J'ai attrapé le téléphone de l'hôpital et j'ai composé le numéro indiqué sur la lettre. Une femme à la voix chaleureuse a répondu. J'ai donné mon nom, le numéro de la fiducie, ma date de naissance, tout ce qu'elle a demandé. Puis il y a eu une longue pause. Je ne peux pas entrer dans les détails par téléphone, a-t-elle dit prudemment. Mais je peux vous dire qu'il a été consulté récemment, il y a quelques jours. Mon estomac s'est noué. Consulté par qui? Je crains de ne pas pouvoir le dire à moins que vous ne veniez directement et ne vérifiez votre identité en personne. Je ne peux même pas me lever sans qu'un moniteur ne BIPE, ai-je marmonné. Pouvez-vous au moins me dire si quelque chose a été déplacé? Silence. Je suis désolé, a-t-elle dit. S'il vous plaît, venez quand vous le pourrez. J'ai raccroché et j'ai juste fixé le mur. Chaque respiration semblait plus lourde. Ils y ont accédé. Ils n'ont même pas attendu que je sorte de l'hôpital. L'infirmière est entrée, a vérifié le moniteur. Elle m'a regardé, puis mes chiffres. Vous vous surmenez. Je suis sérieuse. Si vous continuez à stresser comme ça, vous serez de retour sous oxygène avant le coucher du soleil. J'ai hoché la tête, mais je n'écoutais pas vraiment. Je pensais aux 10 dernières années. Chaque prêt, chaque chèque, chaque appel à l'aide. Chaque fois que je laissais tomber ce que je faisais pour sauver quelqu'un, il souriait toujours, disait merci, promettait de rendre l'appareil. Maintenant, je savais pourquoi les faveurs n'étaient jamais revenues. Ils n'étaient pas une famille. C'étaient des vautours. Un léger coup à la porte m'a sorti du brouillard. Céline. Elle n'a pas parlé, elle s'est juste dirigée vers la table de service et a fait glisser quelque chose dessus. Petit, argenté et froid. Une clé USB. Quand vous serez prêt, a-t-elle murmuré, regardez-la seule. Elle explique ce que votre femme a fait. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, elle était déjà partie. J'ai regardé la clé, respirant lentement et difficilement. Ce qu'elle a fait. Ce qu'ils ont fait.
J'ai inséré la clé USB dans le vieux port de l'ordinateur de l'hôpital. L'écran a mis quelques secondes à réagir. Puis un seul fichier est apparu, intitulé seulement avec une date et une heure. Il y a 3 jours, la nuit où j'ai atterri dans ce lit. Au moment où la vidéo s'est chargée, je me suis penché. Une image granuleuse d'une caméra de sécurité du hall de l'hôpital a rempli l'écran. J'ai reconnu le sol carrelé, les comptoirs blancs stériles, et puis Merrilee. Elle avait l'air calme. Son manteau était soigneusement boutonné, ses cheveux tirés en arrière comme si elle se rendait à une réunion de parents d'élèves, pas dans l'aile des urgences alors que son mari gisait inconscient à l'étage. Elle parlait à quelqu'un au comptoir, animé, ferme. Puis l'audio s'est activé. Si l'assurance ne couvre pas, a-t-elle dit, nous n'autorisons pas de procédures supplémentaires. Pas de trucs expérimentaux. Le membre du personnel a hésité. Madame, si la condition change. Nous nous en occuperons à ce moment-là, l'a-t-elle coupé. Je ne paierai pas pour quelque chose qui pourrait ne rien changer. Ma bouche est devenue sèche. Je l'ai regardé se détourner du bureau juste au moment où la porte du hall s'est ouverte. Aaron, ma sœur, et Marc, mon frère, sont entrés. Ils n'avaient pas l'air secoués, même pas tendus, juste dérangés. Aaron a tendu à Merrilee une pile de papier. Je pouvais presque entendre le bruissement. Ils se sont penchés tous les trois et ont parlé à voix basse, mais le micro de la caméra a quand même capté. S'il se réveille, a dit Aaron d'un ton plat, on s'en occupera à ce moment-là. Pour l'instant, on se protège. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je n'ai même pas remarqué le bip de mon moniteur jusqu'à ce qu'une infirmière se précipite. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. Monsieur, vous allez bien? Je vais bien, ai-je marmonné, essayant de stabiliser ma voix. Je regarde juste quelque chose que je n'aurais pas dû. Elle m'a jeté un regard étrange. Ce moniteur dit le contraire. Vous devriez vous reposer. J'ai hoché la tête pour qu'elle parte et elle a finalement reculé. À la seconde où la porte s'est refermée, j'ai de nouveau cliqué. La vidéo a avancé. Nouvelles images, juste de l'audio cette fois. Une conversation devant ma chambre. Elle n'a aucune idée de combien son père lui a laissé, a chuchoté Aaron. Marc a répondu, et il vaut mieux qu'on s'assure que ça reste comme ça. Si ROR découvre ce que papa lui a vraiment laissé, aucun de nous ne verra un centime. Je me suis penché en avant, l'incrédulité me griffant la poitrine. La voix de Merrilee a suivi. Je n'ai pas signé pour porter les problèmes de sa famille. Ses frères et sœurs nous ont saignés à blanc pendant des années, et il les a laissés faire. Il n'a même jamais réagi. Marc a ri, un rire court et sans humour. Il ne le fait jamais. C'est pour ça que ça marche. J'ai frappé du poing le rail en métal du lit. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez pour sentir la ligne de perfusion sursauter. J'ai serré les dents à cause de la piqûre. Toute ma vie, j'ai pensé que le silence était une force. Que laisser les autres diriger maintenait la paix. Que sacrifier un peu ici et là était une façon de montrer de l'amour. Pendant tout ce temps, je pensais que je choisissais la voie de la sagesse. Il s'avère que j'étais juste en train de me faire effacer avec un sourire, et je les ai laissés faire. J'ai fermé les yeux et, comme un vieux disque qui saute, mon cerveau a ramené les souvenirs que j'avais enfouis. Marc me traitant de « Golden Boy » de papa comme si c'était un mot sale. Aaron roulant des yeux chaque fois que j'essayais de servir de médiateur dans une dispute. Les soupirs de Merrilee quand je proposais de couvrir une autre facture ou de prêter quelques centaines à quelqu'un. J'appelais ça de la générosité. Ils appelaient ça de la faiblesse. J'ai ouvert les yeux et j'ai de nouveau regardé l'écran. Ils savaient. Ils savaient que papa avait laissé quelque chose. Ils y ont accédé avant même que je sache que ça existait. Et le pire de tout, ils comptaient sur moi pour rester silencieux. Plus maintenant. Un léger coup à la porte m'a surpris. Céline est de nouveau apparue dans l'embrasure de la porte, une sorte de tempête silencieuse dans sa présence. Elle n'a pas demandé ce que j'avais vu. Elle n'en avait pas besoin. Vous l'avez regardé, a-t-elle simplement dit. J'ai hoché la tête. Elle est entrée plus loin dans la pièce, puis a cherché dans son sac et a sorti une autre enveloppe, plus épaisse que la première. Vous en aurez besoin demain, a-t-elle dit en la posant sur mon plateau. Ils prévoient de se réunir chez vous. Ils diront que c'est une discussion de famille, mais ce n'en est pas une. Ils pensent que vous ne savez rien.
J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe, mon nom de nouveau dans l'écriture de papa. J'y serai, ai-je dit. Les yeux de Céline ont tenu les miens un instant, stables et indéchiffrables. Vous n'êtes pas le même homme que j'ai rencontré ce matin, a-t-elle dit tranquillement. J'ai pris ça comme un compliment. Je n'ai rien dit après le départ de Céline. Je ne pouvais pas. La pièce semblait plus épaisse, comme si l'air s'était transformé en sirop. Je suis resté assis, immobile, tenant la deuxième enveloppe dans les deux mains. Elle avait plus de poids qu'elle n'aurait dû, du moins plus que du papier ne devrait, peut-être parce que je savais que la vérité à l'intérieur porterait le genre de poids qui réorganise un homme de l'intérieur. Mes doigts tremblaient. Pas de douleur, pas de faiblesse, mais de savoir que cela allait finir ce que la dernière enveloppe avait commencé. Je l'ai ouverte lentement. Le contenu a glissé sur mes genoux comme une lente trahison. Des impressions de documents bancaires, des captures d'écran numériques, des copies de mails avec des horodatage, des numéros de routage, des objets qui m'ont asséché la gorge. Je ne pouvais pas lire vite. Chaque mot ressemblait à une petite coupure. Ensemble, ils s'additionnaient à quelque chose que je ne voulais pas croire. Merrilie avait contacté l'avocat de la fiducie il y a 3 semaines. Elle avait demandé si les actifs pouvaient être reclassés en propriété conjugale commune. La réponse avait été non. Les papiers de papa étaient blindés. Alors, elle a fait la chose suivante. Elle a contacté Marc, puis Aaron. Ils ont tous participé à un fil de réponse, clair comme de l'eau de roche. Une réponse de Marc, datée de 2 jours avant mon accident, m'a glacé le sang. ROR ne se bat jamais. Il faut juste qu'il signe. Dis-lui que c'est une question de taxe. La honte m'a frappé, dure et vive, comme un coup de pied de l'intérieur de ma propre cage thoracique. Toutes ces années à être le pacificateur, le pourvoyeur, celui qui baissait la tête et ouvrait son portefeuille. Et ils le savaient. Ils en dépendaient. Ils ont construit un plan autour de ça. Je me suis frotté les yeux, mais le flou n'a pas disparu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. À un moment donné, l'infirmière est de nouveau entrée. Je devais avoir l'air pire que je ne le réalisais. Allongeons-nous, a-t-elle dit doucement en me touchant l'épaule. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête et je me suis glissé sur les oreillers comme si je me repliais sur moi-même. Elle m'a offert de l'eau. J'ai secoué la tête. Je n'avais pas soif. Je me noyais. Elle a un peu baissé les lumières et a tiré le rideau à mi-chemin avant de sortir. J'ai essayé de dormir. Je l'ai vraiment fait. Mais mes yeux revenaient sans cesse aux pages, comme si elle chuchotait, comme si elle n'en avait pas encore fini avec moi. J'en ai repris une. C'était un email que je n'avais pas remarqué plus tôt. Un court, juste quelques lignes de Merrilie à Marc. S'il survit, on dira que c'était un malentendu. Sinon, eh bien, ça résout le problème financier. Je n'ai pas senti les larmes avant qu'une ne tombe sur le papier. J'ai fixé la tâche qu'elle avait laissée. Puis j'ai laissé tomber toute la pile par terre comme si elle me brûlait. Je ne me souviens pas d'avoir halté, mais quelque chose m'a quitté. De l'air, un son, une partie de moi. Je ne sais pas. Pendant une seconde, j'étais nulle part. Pas de passé, pas de futur, juste flottant dans un espace sombre où même mon propre nom ne me semblait pas appartenir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. À un moment donné, j'ai murmuré, comment ai-je laissé les choses en arriver là? Ce n'était pas seulement la trahison. C'était de savoir qu'ils avaient raison. Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas questionné. Je croyais que si j'aimais assez, si je donnais assez, les gens feraient ce qu'il faut. Quel imbécile. Pas dans la vingtaine. J'aurais rebondi à l'époque, fait une blague, blâmé le stress. Mais à 40 ans, ça frappe différemment. On pense au temps perdu, aux années passées à faire la paix au lieu de fixer des limites. On pense à chaque dîner que vous avez payé, à chaque urgence à laquelle vous avez répondu, à chaque anniversaire où vous êtes allé et où ils ne sont pas venus. On pense à l'amour et on réalise à quel point on l'a souvent confondu avec l'obligation. Mais alors, juste au moment où je pensais n'avoir plus rien, j'ai remarqué quelque chose sur la dernière page, tout en bas. L'écriture de mon père de nouveau, scannée à l'encre, aussi familière que ma propre signature. Si vous lisez ceci, vous avez encore le temps. Cela m'a arrêté. Pas de la manière des films dramatiques. Ça ne m'a pas soulevé du lit avec un nouvel objectif. Ça n'a pas fait monter la musique en arrière-plan.
Mais ça m'a donné une lueur. Une respiration dont je ne savais pas avoir besoin. Encore le temps. Le temps pourquoi? Pour protéger ce qui est à moi. Pour enfin parler. Pour arrêter de les laisser décider de la forme de ma vie. Je me suis penché, j'ai ramassé l'enveloppe par terre et je l'ai remise sur mon plateau. Pour la première fois depuis longtemps, je ne souffrais pas seulement. Je réfléchissais. Peut-être que le silence n'était pas noble. Peut-être que le silence était la raison pour laquelle ils croyaient que je ne survivrais pas sans eux. La pensée flottait dans l'air comme le genre de vérité qui ne fait pas que piquer. Elle persiste, remodelant ce qui l'a précédé. Je me suis redressé. Mes muscles ont protesté, mais j'ai accueilli la douleur. C'était honnête. Ça me rappelait que j'étais toujours là, toujours dans ce corps, toujours capable de choisir. J'ai attrapé mon téléphone, le pouce hésitant une seconde avant de taper sur le nom de Solène. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Je suis prêt, ai-je dit. Il y a eu une courte pause. Puis, en es-tu sûr? Oui, il est temps. Sa voix a baissé, plus sérieuse maintenant. Alors tu dois sortir de là avant qu'il n'arrive demain. Il prévoit toujours cette réunion. À la première heure demain matin, a-t-elle dit, ils apporteront des papiers. Tu joueras le frère sympathique, fraîchement sorti d'un traumatisme. Ils te demanderont de signer quelque chose de simple. Joue la carte de la douceur. Je ne joue plus, ai-je dit. Solène m'a dit de tout emballer, chaque lettre, chaque copie, chaque impression, et d'être prêt quand elle arriverait. J'ai raccroché et je suis resté assis un moment, reprenant mon souffle. Pas 5 minutes ne se sont écoulées avant qu'on ne frappe à la porte. Ce n'était pas Solène. Un homme en gilet gris pressé et avec un badge d'hôpital est entré, un presse-papier à la main. Son ton était poli, mais son timing a fait se nouer mes entrailles. Monsieur Grive, nous venons de recevoir un appel de votre femme. Elle voulait savoir si vous aviez signé l'autorisation de sortie. Je l'ai regardé. Je ne lui ai pas dit que je partais, ai-je dit sèchement. Il a hésité, incertain. Elle a demandé à être avertie dès que vous seriez seul. Seul. Pas en sécurité, pas stable, pas aimé. Suivi. L'administrateur attendait ma réponse, se déplaçant maladroitement. Je signerai, ai-je dit. Allez chercher les papiers. Il a quitté la pièce rapidement, la mâchoire serrée alors que je pressais mes doigts sur le matelas. Il ne réagissait plus seulement. Ils observaient, anticipaient, suivaient un scénario. Mon père m'avait prévenu, tout par écrit, tout préparé. Ce n'était pas une seule trahison. C'était un réseau de trahisons. Le temps que l'administrateur revienne, j'avais rassemblé tous les documents dans un dossier en cuir usé. J'ai signé les formulaires de sortie en silence, sans rien expliquer. 20 minutes plus tard, Solène a franchi la porte comme si elle n'était jamais partie. Son écharpe était saupoudrée de flocons de neige, et elle avait cette même efficacité calme qui ressemblait plus à une armure qu'à une personnalité. « Tu es pâle ?» a-t-elle dit en balayant mon visage du regard. J'ai connu de meilleurs jours, ai-je répondu en réussissant un demi-sourire. Elle m'a aidé à monter dans le fauteuil roulant, ses mains fermes mais prudentes. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons dehors, le froid frappant ma peau comme une secousse de vérité. Le soleil était bas, transformant les bancs de neige en or autour du parking. Nous sommes montés dans sa voiture et le moteur a vrombi. La chaleur a mis 1 minute à se faire sentir. Alors que nous quittions le parking, j'ai finalement demandé, « Il y a quelque chose que vous ne me dites pas, n'est-ce pas ?» Solène n'a pas répondu immédiatement. La route serpentait à travers Boulder comme une veine gelée. Des maisons nichées derrière des arbres squelettiques. Après les funérailles de votre père, a-t-elle dit, j'ai confronté Marc et Aaron. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi? Parce que votre père m'a dit de veiller sur vous. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Ils étaient trop silencieux, trop répétés. Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai demandé s'ils avaient vu l'un des documents que votre père m'avait donnés. Je leur ai dit que je détenais certaines choses en son nom. Et ils n'ont pas nié, a-t-elle dit. Ils m'ont juste posé une question, qu'est-ce que RORC? Cela m'a frappé comme une gifle que j'aurais dû voir venir. Ils soupçonnaient déjà la fiducie, a-t-elle ajouté. C'est pourquoi ils ont agi si vite après votre accident. Vous n'étiez pas seulement un frère. Vous étiez une responsabilité. Je n'ai pas parlé après ça.
La voiture a dépassé des magasins familiers, une boulangerie que je visitais le dimanche matin, une librairie où j'avais choisi un cadeau de Noël pour Merily. Chaque devanture semblait maintenant appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Nous avons tourné dans une rue plus calme. Solène s'est garée devant une petite banque en briques avec des fenêtres dépolies et une plaque en laiton près de la porte. Le ciel était devenu bleu pâle, presque l'heure de la fermeture. Elle m'a regardé. « Es-tu prêt ? » ?»« Non, mais j'y vais quand même. » À l'intérieur, la banque était silencieuse. Une femme plus âgée avec des lunettes nous a guidés vers un bureau privé. Après avoir vérifié mon identité, elle a fermé la porte derrière nous, son expression sérieuse. « Je dois vous montrer quelque chose, » a-t-elle dit en baissant la voix. « Monsieur Grieve, quelqu'un a tenté d'accéder au compte en fiducie hier. » Mon pouls s'est emballé. « Qui ?» ai-je demandé. « Ils ont utilisé une signature qui ne correspondait pas à celle que nous avons dans nos dossiers, » a-t-elle dit. « Et ils ont présenté la pièce d'identité de votre femme. » C'était comme entendre un deuxième crash, des jours après le premier. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil. Ma respiration est devenue courte. « Nous avons refusé la demande, » a-t-elle dit. Mais c'était serré. Très serré. La trahison n'était plus une blessure. C'était une guerre. Je fixais le dossier, les doigts serrés sur le bord de la table, comme si lâcher prise pouvait faire céder le dernier fil de ma retenue. À l'intérieur, page après page confirmait tout ce que j'avais craint. Non, mais que je n'avais pas voulu affronter. Une copie d'une demande de virement, une imitation presque parfaite de ma signature, des journaux numériques avec des horodatage qui correspondaient au jour où j'étais inconscient. Ce qui m'a le plus glacé, ce n'était pas la précision, c'était l'intention. Ils n'ont pas hésité, a dit doucement la directrice de l'autre côté du bureau. Votre femme a insisté sur le fait qu'elle avait une procuration, qu'elle agissait dans votre intérêt. Mais le dossier. Il incluait une cosignature. Elle a fait glisser un autre document vers l'avant. Le nom de mon frère était là, propre et fier, en tant que témoin. Marc. Mon propre sang. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis avec une brûlure montant dans ma gorge, froide et constante comme une fièvre se transformant en glace. La directrice a continué, plus doucement maintenant. Si votre père n'avait pas insisté pour me dire personnellement de ne jamais rien autoriser sans votre confirmation directe, cela aurait pu passer. Vous devez être prudent, monsieur Grieve. Ce n'était pas un simple malentendu. J'ai hoché la tête, à peine capable d'avaler. Ma bouche était sèche comme de la cendre. J'aimerais des copies certifiées de tout, ai-je finalement dit. Chaque tentative d'accès, chaque document, tout ce qui porte une date et un nom. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Vous êtes répertorié comme unique bénéficiaire avec tous les droits. Vous les aurez. Solène était assise tranquillement à côté de moi, n'offrant ni commentaire ni réconfort, juste une présence. Quand je l'ai regardée, ses yeux ont rencontré les miens avec quelque chose de stable. Pas de pitié, du respect. Le genre de respect que l'on accorde à quelqu'un qui se relève enfin. En sortant de la banque, le vent m'a mordu le visage. La neige avait commencé à tomber, saupoudrant les trottoirs et le toit de la voiture de Solène. Le soleil s'était couché derrière les contreforts, plongeant Boulder dans cette lumière douce et meurtrie qui annonce la nuit et une tempête avec elle. Une fois dans la chaleur de la voiture, Solène a demandé « Sais-tu de quoi il s'agit vraiment demain ?» J'ai jeté un coup d'œil vers elle. « La réunion ?» Elle a hoché la tête en démarrant le moteur. « Il prévoit de te faire signer une procuration sous prétexte de protéger ton bien-être. » J'ai senti mon pouls bondir. « Comment le sais-tu ?» Sans un mot, elle a sorti une page imprimée de la console centrale et me l'a tendue. Une capture d'écran d'une discussion de groupe. Merily, Marc, Aaron, juste là, en noir et blanc. Il sera trop faible pour discuter. Fais-le signer avant qu'il ne pose des questions. Je me suis penché en arrière contre l'appui-tête, la pression dans ma poitrine presque insupportable. Ils ne réagissaient pas seulement à mon accident. Ils avaient un calendrier, une stratégie, un plan. Cette tempête à l'extérieur n'était pas la seule à se préparer. J'ai laissé le silence s'étirer un moment, puis j'ai finalement dit à voix haute, plus pour moi que pour elle, ils pensaient vraiment que j'allais me laisser faire. Solène a jeté un coup d'œil. Ils le pensent toujours. Sa voix n'était pas cruelle. Elle était réelle, honnête, et c'était la poussée dont j'avais besoin.
J'ai serré la mâchoire. Je ne les laisserai rien prendre d'autre. Un petit signe de tête de sa part. Bien, parce que votre père vous a choisi pour une raison. C'est peut-être le moment de vous choisir enfin vous-même. Nous sommes arrivés dans son allée alors que la neige commençait à s'intensifier. Le ciel était maintenant gris acier, les premiers flocons s'accrochant à la lumière de son porche comme des promesses nerveuses. À l'intérieur, elle m'a conduit au bureau où elle avait déjà préparé une petite pile de dossiers, un enregistreur vocal et un bloc-notes juridique jaune. Une tasse de thé fumait tranquillement sur la table à côté. « Repose-toi si tu peux », a-t-elle dit en plaçant doucement les documents bancaires certifiés à côté du reste. « Mais demain, tu auras besoin de chaque once de clarté que tu possèdes. » Je me suis assis, fixant les notes, les emails, les copies, chaque fragment de tromperie empilé dans un dossier en manille comme du petit bois attendant la flamme. Je ne me sentais pas comme un homme préparant une vengeance. Je me sentais comme quelqu'un reprenant un terrain pour lequel il n'aurait jamais dû avoir à se battre. J'ai répété les conversations dans ma tête encore et encore, non pas pour gagner, mais pour être entendu, pour m'assurer, juste une fois, que ma voix ne soit pas avalée par les voix plus fortes et plus agressives autour de moi. Et alors que la tempête se développait à l'extérieur des fenêtres, blanchissant les bords du monde, j'ai gardé les yeux ouverts. Le sommeil ne viendrait pas facilement cette nuit. Je n'ai pas dormi, mais je n'en avais pas besoin. À l'aube, la tempête s'était adoucie en une brume grise sur Boulder. Le genre de froid qui ne mord pas. Il s'infiltre, lent et silencieux. J'ai fixé le mur dans la chambre d'amis de Solène jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse, puis je me suis habillé délibérément. Chaque mouvement l'en met certain. Plus de perfusion. Plus d'attente que quelqu'un d'autre me dise ce qui allait suivre. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur le trajet vers le centre-ville. Les mains de Solène sont restées stables sur le volant, ses yeux balayant la route comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. La salle de réunion se trouvait dans une modeste suite juridique. Des murs neutres, une table ronde et une fausse plante de ficus près de la fenêtre. Rien de mémorable, et c'était le but. Ce genre de conversation n'était pas destiné à laisser des cicatrices sur les murs. J'ai franchi la porte le premier. Solène est restée un pas derrière moi. Ils étaient déjà à l'intérieur. Mon frère Marc a levé les yeux au milieu d'une phrase. Son sourire s'est figé à la seconde où il m'a vu entrer, debout. La main d'Aaron a plané au-dessus d'une enveloppe en manille, qu'il a subtilement retirée. Merrilee, vêtue de crème, le visage tendu par ce qu'elle pensait probablement être de l'inquiétude, se tenait près de la fenêtre. Il ne m'attendait pas. Du moins, pas comme ça. ROR, a dit Marc, se remettant rapidement. Waouh, tu as l'air bien. Je le suis, ai-je dit en tirant la chaise en face d'eux. Solène s'est assise à côté de moi. Personne ne l'a salué, mais ils l'ont remarqué. Nous sommes si heureux que tu sois debout, a ajouté Aaron, sa voix un peu trop enjouée. Nous avons pensé que cela pourrait t'aider, juste jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Elle a fait un geste vers le dossier devant elle comme si c'était une offrande de paix, pas une arme chargée. Merrilee a contourné la table et a posé une main sur la mienne. Nous ne pensons qu'à ce qui est le mieux pour toi, a-t-elle murmuré comme une femme conservant encore l'illusion. J'ai regardé sa main, puis j'ai doucement retiré la mienne. Non, vous pensez à ce qui est le mieux pour vous. Une pause. Puis j'ai pris le dossier qu'ils avaient placé devant moi. Je l'ai ouvert juste assez pour voir les mots « procuration ». Puis je l'ai mis de côté. Mon tour. De mon manteau, j'ai sorti les preuves certifiées de la banque. Je les ai posées à plat sur la table. Le silence est tombé comme une pierre. Ce sont des copies certifiées de la tentative de transfert de la fiducie, ai-je dit d'un ton égal. Datées de 2 jours après mon accident, avec ma signature falsifiée. Et j'ai tapoté la page. Avec votre signature en tant que témoin. La mâchoire de Marc s'est crispée. Les lèvres d'Aaron se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Merrilee est restée immobile. J'ai continué, ma voix basse mais stable. Il y a plus. Un message de groupe. Vous étiez tous d'accord pour le faire signer avant qu'il ne pose des questions. Aaron a été le premier à craquer. Sa voix s'est brisée. Je n'ai signé que ce que Marc m'a dit de signer. Je pensais que c'était légal. Je ne savais pas, tu savais, ai-je dit. Pas un cri. Juste un fait. Marc s'est penché en avant. ROR, écoute. Ce n'est pas ce que tu penses.
Non, ai-je coupé. C'est exactement ce que je pense. Vous comptiez sur le fait que je sois trop faible pour riposter. Et quand je ne suis pas mort, vous avez prévu de me piéger avec un stylo. Merrilee a finalement parlé, la voix plus aiguë maintenant. Je t'ai soutenu à travers tout. J'ai maintenu cette famille unie. Tu t'es tenu devant ma chambre d'hôpital, ai-je dit, la voix calme, et tu as dit à mon frère que si je mourais, ça résoudrait le problème financier. La pièce s'est fissurée. Aaron a sangloté doucement, les mains tremblantes. Mark s'est repoussé dans sa chaise. Le visage de Merrilee est devenu de pierre. Selene s'est penchée. ROR, montre-leur la dernière page. J'ai cherché dans le dossier et j'ai déplié la dernière lettre. L'écriture de mon père, indubitable. Je n'ai pas parlé en la lisant à voix haute. Personne n'a interrompu. S'ils choisissent l'avidité plutôt que le sang, que la fiducie revienne à ROR seul. Les mots ont résonné dans la pièce. Aaron a halté. Mark s'est levé soudainement, renversant sa chaise. Merrilee avait l'air d'avoir avalé de l'acide. Je me suis levé plus lentement, plus grand que je ne l'avais été depuis des années. Vous ne m'avez pas seulement trahi, ai-je dit. Vous avez prouvé tout ce dont papa avait peur. Pas de cris, juste de la clarté. C'est à ce moment-là que le pouvoir a changé de camp. Merrilee a attrapé son sac, marmonnant quelque chose sur le fait qu'elle en avait assez de ce cirque, et est sortie en trombe, ses talons claquant sèchement sur le carrelage. Mark et Aaron se disputaient à voix basse avant même que la porte ne se referme. J'ai rassemblé lentement les documents, je les ai remis dans mon dossier. Selene s'est levée avec moi. Je ne signerai rien, ai-je dit à la pièce. Et à partir de maintenant, vous n'aurez plus accès à moi, sauf si je le permets. Personne n'a argumenté. Nous sommes sortis dans le couloir. L'air sentait le propre, le froid, comme quelque chose de lavé. Dehors, la neige s'était de nouveau épaissie, tombant en nappes silencieuses. La rue était calme, assez tôt pour que la plupart des magasins n'aient pas ouvert, assez tard pour que même la tempête se soit adoucie en rythme. J'ai dit à Selene que j'avais besoin d'un moment seul, et elle me l'a accordé sans poser de questions. J'ai descendu les marches lentement, la main sur la rampe, les muscles de mes jambes me rappelant que j'étais encore en convalescence, mais en convalescence tout de même. En bas des escaliers, elle était là, Merrilee. Elle se tenait debout, son manteau ouvert, la neige s'accrochant au bord de son écharpe et dans ses cheveux. Son expression était un désordre de trop de choses. La peur, peut-être la culpabilité, mais surtout cette pointe brute de désespoir que les gens portent lorsque le contrôle leur échappe. « Tu n'as pas à faire ça », a-t-elle dit en s'approchant de moi. Je suis resté immobile. « On peut arranger ça, ROR. » J'ai paniqué. D'accord, ce n'était pas mon idée. Tes frères et sœurs, ils ont insisté. Sa voix s'est brisée, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé parler. Je me le devais, l'entendre et rester immobile. Tu étais dans le coma. On pensait qu'on devait faire quelque chose, a-t-elle poursuivi. Je ne savais pas à quel point ça avait l'air grave. Je pensais. Arrête, ai-je dit tranquillement. Tu pensais que je ne me réveillerais pas, elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Tu as fait tes choix, Merrilee, ai-je dit en la regardant dans les yeux. Et je vois enfin ce que je signifiais pour toi une fois que l'argent est entré en jeu, ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Non, ce qui n'est pas juste, ai-je dit, c'est d'être inconscient et d'être quand même le méchant dans un plan dont je ne connaissais même pas l'existence. Ses yeux sont tombés, mais je n'avais pas fini. Tu m'as laissé seul dans cet hôpital. C'est la seule vérité qui compte maintenant. Elle a cligné des yeux fortement, le masque qu'elle portait se fissurant enfin. Et quand elle a réalisé que ces mots ne pouvaient plus me plier, elle n'a pas crié. Elle a simplement hoché la tête, lente et fatiguée, et s'est détournée. Elle est partie sans un autre mot. Et je ne l'ai pas arrêtée. La neige a repris, frôlant mes épaules. Je suis resté là, immobile, jusqu'à ce que je sente Selene à mes côtés. Elle n'a rien dit au début, elle s'est juste tenue là avec moi. Après un moment, sa voix est venue, calme et stable. Il aurait été fier de toi. Je n'ai pas demandé qui. Je le savais. Les larmes ne sont pas tombées, mais elles étaient là. Derrière le souffle que j'ai laissé échapper comme s'il avait été retenu pendant des années. Merci, ai-je réussi à dire. La semaine suivante s'est déroulée en douceur. Une chose étrange à dire,
compte tenu de tout ce qui venait de s'effondrer, mais c'est ce que c'était. D'où je suis resté chez Solène, en convalescence. Elle laissait du café dans un thermos près de la porte chaque matin, puis disparaissait dans son propre travail. Elle ne planait jamais, ne poussait jamais, juste présente. Avec son aide, j'ai rempli les formalités juridiques, verrouillé la fiducie, mis en place des protections. J'ai contacté un avocat qu'elle m'a recommandé et j'ai entamé une procédure de séparation formelle pour Merrilee. Mon avocat m'a conseillé la prudence. Je lui ai dit que j'avais eu assez de prudence pour toute une vie. Les messages de mes frères et sœurs sont arrivés par vagues. D'abord des excuses, puis des explications, puis une colère voilée quand je n'ai pas répondu. Au 4e jour, le silence. Ce silence ressemblait à la paix. Un matin, j'étais assis à la table de la cuisine avec la lettre de mon père. Je l'avais lue une douzaine de fois maintenant, mais quelque chose ce jour-là l'a fait résonner différemment. Peut-être parce que le combat était terminé. Peut-être parce que je pouvais enfin l'entendre sans le bruit de tous les autres. Il ne m'a pas laissé cet argent pour me mettre à l'aise. Il me l'a laissé pour que je me réveille. Pour me rappeler que j'avais une colonne vertébrale. Que le silence n'est pas de la gentillesse. C'est de la reddition si on le laisse faire. J'ai passé mon pouce sur l'encre et j'ai murmuré, « Je comprends maintenant, papa. » Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans une petite location en bordure de la ville, nichée près de la base des contreforts. Ce n'était pas grand-chose. 2 chambres, une cheminée qui fonctionnait réellement. Les planchers craquaient et la chaudière avait besoin d'être convaincue, mais c'était à moi. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais quelque part que personne d'autre n'avait choisi pour moi. J'ai déballé lentement. Je n'ai apporté que ce qui comptait, non seulement pratiquement, mais émotionnellement. Pas de désordre, pas de fantôme. Le 3e jour, j'ai encadré la lettre et je l'ai placée sur l'étagère au-dessus de la cheminée, non pas comme un sanctuaire, juste un rappel. Je me suis assis sur les marches du porche ce soir-là avec une tasse de café, regardant la lumière se replier sur les montagnes. L'air était vif, sec, le genre d'air qui vous réveille juste en le respirant. Et c'est là que ça m'a frappé. Le coma ne m'a pas réveillé. La trahison, si. Aussi brutale qu'elle ait été, j'en avais besoin. Parce qu'elle a brûlé toutes les excuses, toutes les illusions. Et ce qui reste, ce qui demeure, c'est moi, complètement réveillé, enfin clair. J'ai survécu à plus qu'un accident. J'ai survécu à une vie qui ne m'a jamais tout à fait appartenu. Et maintenant, elle m'appartient. J'ai peut-être franchi la porte de cet hôpital en étant la version la plus faible de moi-même, mais j'en suis sorti en sachant exactement qui je suis. Et plus personne ne m'effacera jamais.